Eh bien, bonjour à tous. Donc, si j'ai bien compris, moi, j'ai le rôle qui consiste à essayer de voir un peu loin et peut-être aussi d'annoncer quelques écueils que le commerce peut trouver sur sa route et vis-à-vis desquels il faut être conscient et essayer de réagir. Euh, mon dernier bouquin s'intitule La nouvelle révolution commerciale. Il a été publié en 2011 chez Odile Jacob. Je ne fais pas que la publicité en annonçant ça. En fait, c'est de ce thème dont je voudrais m'entretenir avec vous, cette idée que le commerce est embarqué dans un épisode important de son histoire, une nouvelle révolution commerciale. Pour vous donner l'ampleur du phénomène, la dernière fois qu'il s'en est produit une, c'était au début des années 60, lorsque la grande distribution sous toutes ses formes est apparue. Et effectivement, à l'époque, ça a été un vrai chambardement de grande ampleur qui s'est produit au sein des structures de l'appareil commercial. Mon hypothèse, et je vais essayer de vous en convaincre, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons un épisode du même type. Alors évidemment, l'histoire ne se répète jamais à l'identique, hein, donc ça prend des formes particulières. Mais au final, lorsque cette révolution sera terminée, ben, je pense qu'on constatera, les historiens constateront qu'en très peu de temps, finalement, la manière de satisfaire les besoins des consommateurs s'est très profondément modifiée. Donc pour un commerçant, je pense qu'il est important d'identifier ce sens de l'histoire et d'essayer d'être un peu proactif, d'épouser le mouvement le plus rapidement possible. Alors évidemment, dès lors qu'on parle de l'avenir, on prend des risques, hein, donc j'en prends. Je peux avoir tort, bien évidemment. Donc les idées que je vais vous soumettre sont évidemment ouvertes à la discussion. Ma seule prétention est de vous amener peut-être à réfléchir et à essayer de donner du sens à ce qui se passe aujourd'hui dans le commerce. Et je pense que vous en conviendrez avec moi, aujourd'hui, ça bouge fortement et très vite. Donc modestement, je vais essayer de donner du sens à tout ça. Donc qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, je crois que nous sommes en train d'assister à l'épuisement du modèle de distribution qui est né au cours des 30 Glorieuses, dominé par la grande distribution, mais pas seulement. Et pour vous convaincre de ça, si c'était nécessaire, je prendrai deux indices. Un indice qui aujourd'hui est bien installé, ça fait presque une dizaine d'années que les chiffres en témoignent, c'est la saturation de l'activité des hypermarchés et la régression très lente, mais continue, de leur part de marché. Alors il y a des hauts et des bas, mais sur 10 ans, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Dans le monde alimentaire, de manière assez significative, mais aussi dans l'alimentaire. Donc l'hypermarché était quand même le format emblématique de la précédente révolution commerciale, donc ça fait sens. Et puis, deuxième indice plus récent, c'est le début de l'érosion de la fréquentation et de l'activité des centres commerciaux. Là aussi, autre forme emblématique de la précédente révolution commerciale, ça commence à clignoter à l'orange. Alors évidemment, comme ça clignote à l'orange, un peu de conjoncture très défavorable, on peut tenter d'interpréter ces clignotants comme étant simplement un épiphénomène susceptible de se retourner dès que la reprise sera au rendez-vous. Mais il y a aussi de bonnes raisons de penser que c'est le début de quelque chose de plus structurel et qu'il faut prendre ces clignotants très au sérieux. Alors, je vous propose de commencer par essayer de réfléchir à pourquoi. Pourquoi ce modèle qui a été dominant aujourd'hui prend l'eau? Quels sont les facteurs qui poussent le commerce et plus généralement les formes de satisfaction des besoins des consommateurs à évoluer? Et puis une fois qu'on aura fait le diagnostic, on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, de se projeter dans l'avenir, en essayant de voir comment s'opère cette révolution commerciale et à quoi ça nous mène. Et si je ne vais pas manger tout mon temps, j'essaierai de conclure peut-être sur les conséquences de tout ça, sur les structures de l'appareil commercial et la géographie du commerce, parce que je crois que les conséquences sont potentiellement extrêmement importantes. Comme il y a beaucoup d'élus dans la salle qui ont la responsabilité de planifier le développement du commerce, je pense que c'est important de comprendre les dynamiques qui sont à l'œuvre. Alors pourquoi cette révolution commerciale? Tout simplement, c'est assez banal ce que je vais vous dire, on a un commerce qui est encastré dans un système économique et social d'ensemble. Et ce qui se produit, c'est que ce système économique et social est en profonde mutation, et comme dans tous les autres secteurs de l'économie, le commerce est obligé de s'adapter. Et c'est d'autant plus vrai du secteur du commerce que c'est un secteur qui fait le pont entre le monde de la production et le monde de la consommation. Donc vous imaginez bien que tous les changements structurels qui affectent le système dans son ensemble touchent plus particulièrement le commerce. Alors de différentes mutations, j'en retiendrai trois, mais je vais être très rapide. La première, c'est la plus évidente, c'est la mutation technologique. Nous vivons une époque marquée par l'essor du numérique, c'est une banalité de le dire, et ça change énormément de choses dans la manière de satisfaire les besoins des consommateurs. En premier lieu, on en a parlé, ça a fait émerger un nouveau circuit de distribution, le e-commerce. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit émerger un nouveau circuit de distribution.
Donc on sent déjà les dégâts que ce circuit est en train de faire dans l'appareil commercial physique, des secteurs qui sont plus ou moins touchés. On voit très nettement l'avant-garde, sans doute, c'est le secteur de la distribution des biens culturels. Et on a eu cette année des faillites retentissantes. Alors là, il y a une double peine, hein, e-commerce plus dématérialisation du produit, en quelque sorte. Hein. Mais pas très loin derrière, on voit par exemple que le secteur de l'électroménager est ébranlé. Darty est en train de chanceler hein, de toute sa puissance. On pourrait citer le secteur de l'habillement, où on pensait que jamais les gens n'achèteraient des vêtements sur Internet, parce que vous comprenez, il faut les essayer. Et nous sommes aujourd'hui à près de 10% de part de marché pour le e-commerce. Donc c'est déjà sérieux, et la question qui se pose, c'est évidemment de savoir jusqu'où on va aller. J'ai passé une vingtaine d'années au Crédoc, j'ai quitté en 2011. Une des dernières études que j'ai réalisées au Crédoc, c'était d'interroger des patrons de la distribution physique pour recueillir leur vision de ce que serait le commerce en 2020. C'était en 2010, donc 10 ans plus tard. Et l'une des questions qui était abordée était évidemment celle du e-commerce. Et je leur avais demandé quelle serait, selon eux, la part de marché du e-commerce à l'horizon 2020, à l'échelle de l'ensemble du commerce de détail. Aujourd'hui, c'est à peu près 6%. Hein, et à l'époque où on posait la question, on devait être à 4 ou 5%. La réponse moyenne des patrons qui m'avaient été donnée, c'était 24%. Je vous laisse réfléchir. Hein. Une communauté professionnelle, donc des patrons du commerce physique, hein, qui anticipe en 10 ans une part de marché du e-commerce à un quart du commerce de détail. Sachant que la conjoncture de la consommation n'est pas brillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en gros, les marchés sont stables, je vais être gentil. Donc sur des marchés stables, si 25% du commerce passe sur Internet, vous imaginez que c'est une perte sèche pour le commerce physique et que ça ne peut pas laisser indemne ces structures, notamment ces structures physiques, son implantation sur les territoires. Alors, pour vous dire le fond de ma pensée, 24%, ça me paraît énorme. Ça me paraît énorme. Mais même, ça serait 15%, que le choc serait tout à fait considérable. Et c'est d'autant plus crédible que le e-commerce est en train de changer de forme. On s'était habitué à l'idée que le e-commerce, c'était un type de vente son ordinateur, son écran d'ordinateur, dans son salon, à son bureau. C'est ça, mais c'est aussi maintenant de nouvelles choses, de nouvelles formes. On a parlé du M-commerce, on a parlé du drive, hein, qui est une autre manière d'accéder à la marchandise une fois qu'on a passé commande, et on a vu que le succès est phénoménal. Et devant nous, on a encore de nouvelles formes qui sont en train de se préparer. J'en veux pour preuve les expérimentations qui sont réalisées en matière de poster stores. On n'a pas encore un terme consacré, hein, mais si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, ce sont des posters, des toiles, des cartons sur lesquels on imprime des photos de produits, et surtout on associe une photo à un QR code, et puis on placarde ces panneaux n'importe où. Les expériences qui ont été menées pour l'instant ont été menées dans des gares, et le client donc s'arrête et flash les produits avec son téléphone portable, flash les produits qui l'intéressent, et passe ainsi commande, et sera livré à domicile ou dans un point relais, peu importe. Vous imaginez la facilité de déploiement de ce type de magasin, j'ose pas appeler ça des magasins, le coût de fabrication du magasin se compte en quelques centaines d'euros, ça peut se mettre à peu près n'importe où, ça se retire aussi vite que ça a été installé pour être remis ailleurs. Voilà, si les consommateurs disent bingo à ce genre de forme, à cette forme de commerce, vous imaginez les conséquences potentielles que ça peut avoir. Donc le e-commerce est déjà très 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 important, mais le numérique, c'est pas que le e-commerce, c'est plus encore, et c'est peut-être encore plus profond. Par exemple, ça met les consommateurs en réseau grâce à Internet. J'ai entendu parler tout à l'heure des intermédiations qui ne créent pas de valeur ajoutée, mais qui deviennent un point de passage obligé. Effectivement, je citerai qu'un exemple de cette intelligence collective qui est en train d'émerger d'Internet par la mise en réseau des consommateurs, puisqu'on est sur un territoire touristique, pensez au pouvoir pris par TripAdvisor aujourd'hui. TripAdvisor, c'est le produit de la mise en réseau des consommateurs, quoi. Et ces expériences, on peut les multiplier dans un tas de domaines. On voit bien que la puissance que les consommateurs sont en train d'acquérir collectivement par le simple fait de pouvoir se mettre en réseau grâce à Internet. Et je ne parle pas du niveau d'information que les consommateurs acquièrent sur ce qu'ils achètent. Très souvent, on entend dire dans les magasins qu'on a des clients face à soi qui connaissent mieux les produits que les vendeurs eux-mêmes. Donc en gros, c'est la relation commerciale qui est en train de changer de nature. En gros, on avait une relation très descendante, hein, avec des consommateurs qui étaient un petit peu en bout de chaîne. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. On a une relation commerciale qui est un peu dominée par le consommateur et qui, en même temps, donne une opportunité aux vendeurs d'enrichir cette relation, parce que c'est des nouveaux outils que le numérique lui donne à mettre dans le magasin pour communiquer à distance avec ses clients. Donc cette révolution numérique, c'est aussi une révolution dans la manière de faire du commerce pour les commerçants en magasin. On en a eu un exemple tout à l'heure à travers ce commerce de puriculture.
Et donc, la conséquence logique de cette diffusion du numérique, c'est qu'un commerçant sera désormais de cross-canal, et à travers sa présence tous azimuts vis-à-vis du consommateur, une capacité à tisser un lien avec le consommateur qui est plus riche, plus dense, et qui dépasse le seul moment où le client est dans la boutique et paye le produit pour repartir avec. Ça, c'est des mutations technologiques. Je ne m'attarde pas dessus. Vous voyez, en tant que tel, ça pourrait suffire à justifier le terme de révolution. Mais malheureusement, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a des mutations sociétales qui font changer les comportements des consommateurs. Si les consommateurs changent de comportement, c'est parce que leur mode de vie se modifie, que les structures de la société sont en pleine évolution. Alors, c'est un très vaste sujet. Dans le temps qui m'a imparti, je ne vais pas pouvoir le traiter avec le sérieux qu'il impose. Je me contenterai de pointer 2-3 points qui me paraissent absolument essentiels et qui sont des lignes de force qui conduisent aujourd'hui les transformations du secteur du commerce. Tout d'abord, il faut bien avoir conscience que le commerce qui s'est installé pendant les 30 Glorieuses, et qui est encore très présent aujourd'hui, qui est la forme dominante de commerce, était un commerce associé à une consommation de masse, et une société de masse. Le client type de ce commerce, c'était la ménagère de moins de 50 ans, c'était la classe moyenne. Or, entre la société des 30 Glorieuses et la société d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements qui sont intervenus. Je ne m'étale pas sur les explications, mais en gros, ça a conduit à une société qui s'est démassifiée au profit d'un processus d'individualisation. En gros, on a de moins en moins l'impression de faire partie d'une classe sociale. On serait tous plus ou moins identiques à l'intérieur de cette classe. Nous avons le sentiment d'être des individus singuliers, très différents de son voisin, y compris dans nos manières de consommer. Donc là, on peut traiter des consommateurs comme des masses à peu près homogènes, ce que faisait par exemple l'hypermarché. Eh bien aujourd'hui, il faut reconnaître que chaque consommateur est singulier. Il est différent dans ses attentes, il ne veut pas consommer forcément le même produit que ses congénères, et surtout il a envie qu'on le traite comme un être singulier, donc dans la relation marchande, une exigence de personnalisation de la relation. Donc un changement extrêmement lourd, parce que vous comprenez bien que tous les formats qui étaient conçus pour traiter les consommateurs en masse sont un peu désemparés face à cette nécessité de rentrer dans le détail avec une équation de coût qui reste celle d'un marché démocratique. Donc en gros, il faut faire du mass market sur mesure, personnalisé. Ce sont des contradictions dans les termes qui posent de vraies difficultés. Et en même temps, toujours sur un plan sociologique, cette individualisation s'accompagne, ça peut paraître paradoxal, d'une communautarisation de la société. Pas seulement sur un plan ethnique, même si c'est une des dimensions de cette communautarisation, celle dont on parle le plus. Qu'est-ce que j'entends à travers ce terme? C'est que bon, on a beau être des individus singuliers, on aime bien être en relation avec les autres, mais pas n'importe quel autre. Les autres qui nous ressemblent, ceux avec lesquels on sent qu'on a des atomes crochus, avec lesquels on partage des valeurs. Voilà. Et ça se retrouve dans le commerce. Le commerce où on est mélangé à n'importe qui, eh bien, une part croissante des consommateurs n'en veulent plus. C'est très cruel ce que je veux dire. Hein. Mais l'hypermarché, qui était une sorte de melting pot, ou le centre commercial, qui avait cette faculté d'être le point de rassemblement en fait, de toute la société, c'était un élément du vivre ensemble dans la société d'hier, ben, s'il est ancré, c'est aussi parce que c'est un concept qui met tout le monde sous le même toit, et ce n'est pas en phase avec les tendances d'aujourd'hui où on a envie d'être entre soi. Je vous laisse réfléchir à la pertinence de positionnement comme Monoprix ou Nespresso, je prends des exemples totalement différents, où l'un des fondements du positionnement de ces marques, c'est précisément d'organiser l'entre-soi et de surfer sur cette tendance de la société contemporaine à ségréguer, à séparer des groupes qui se réunissent selon des logiques affinitaires. On peut le regretter, hein, mais c'est comme ça. Et je pense que c'est quelque chose que le commerce doit intégrer et peut mettre comme point de départ d'un positionnement. Autre élément des mutations sociétales qui changent la donne pour le commerce, c'est que nous sommes aujourd'hui dans un pays riche, même si ces derniers temps on a pu en douter un tout petit peu, mais où pour l'essentiel des consommateurs, encore une fois j'insiste sur l'essentiel, les besoins de base sont largement couverts. En réalité, on a déjà tout. On a déjà tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les thèmes de la décroissance sont entendables. On pourrait consommer un peu moins et on ne serait pas forcément beaucoup plus malheureux. Mais si on a déjà tout, ça veut dire que l'envie de consommer pourrait s'émousser. Alors ça, c'est très difficile pour le commerce d'admettre que les gens n'ont plus besoin de rien. Donc il faut sans arrêt stimuler l'envie de consommer. Or, comment on stimule l'envie de consommer quand les gens ont déjà tout? Eh bien, en développant la dimension symbolique et immatérielle de la consommation. Prenons l'exemple des vêtements. Je veux dire, si vous continuez d'essayer de vendre des vêtements en disant aux gens couvre-toi parce que tu vas attraper mal dans la rue, on ne va pas en vendre beaucoup parce que nous avons déjà plein de vêtements dans nos placards. En tout cas, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, je peux vous dire que ça regorge, je ne sais plus où les mettre. Donc si on veut nous en faire acheter encore,
alors qu'on en a déjà beaucoup, eh bien, il faut nous convaincre que celui-ci va comment dire, va exprimer ma personnalité mieux que le précédent, va me permettre de me rapprocher d'autres auxquels j'ai envie de m'identifier, etc., etc., etc. Toute la dimension symbolique et immatérielle de la consommation. On pourrait dire la même chose de la voiture. Hein. Si on attendait que nos voitures tombent en panne pour les remplacer, le marché automobile serait encore plus malade qu'aujourd'hui. On arrive à nous convaincre de remplacer nos voitures en jouant sur le design, sur l'image de la voiture, etc., etc. Je ne développe pas, ce sont des choses assez connues, mais il faut l'intégrer. Parce que autant le monde de l'industrie depuis longtemps sait qu'il faut rajouter ça, du tralala, des histoires aux produits que l'on vend, autant le secteur du commerce, et en particulier de la grande distribution, n'était pas sur ce registre-là, on était dans un registre utilitaire, hein, on rend disponible au prix le plus bas. Aujourd'hui, tout le monde, dans l'industrie comme dans le commerce, doit prendre en compte cette dimension fondamentale de la consommation. Les gens achètent d'abord des symboles et des valeurs, finalement, avant d'acheter des produits. Et donc le commerce, à son niveau, a d'énormes potentiels pour arriver à développer cette valeur immatérielle et donner envie aux gens d'acheter, voire, quand on le fait bien, de payer cher. Je prendrai là aussi comme exemple Nespresso. On pourrait prendre les produits Apple. Plus vous êtes capable de développer cette valeur immatérielle, plus vous augmentez la disposition des consommateurs à payer. Et là, il n'y a plus de problème de pouvoir d'achat, il n'y a plus de problème de recherche du prix le plus bas. On est sur un tout autre registre. Enfin, toujours sur la mutation sociétale, je ne peux pas faire l'impasse sur la conjoncture. Parce que nous voyons une période comme exceptionnelle sur le plan de la conjoncture. Je rappelle que le pouvoir d'achat des ménages a baissé de 0,9% en 2012. C'est historique. C'est historique, on n'a jamais connu ça. Et ce qui est grave, c'est que cette baisse objective et forte du pouvoir d'achat des ménages, qui sont sans doute appelés à continuer malheureusement, fait suite à une dizaine d'années durant lesquelles les Français ont eu massivement le sentiment de s'appauvrir. Même à l'époque où l'INSEE nous disait que le pouvoir d'achat était en croissance, rappelez-vous, c'était une polémique qui avait été ouverte par le président Sarkozy, même à l'époque où l'INSEE nous disait que le pouvoir d'achat était en croissance, vous aviez à peu près les 2/3 des Français qui vous disaient « Non, moi je vois mon pouvoir d'achat diminuer ». Nous sommes face à une population qui, depuis près de 10 ans, a le sentiment de s'appauvrir, et en plus, aujourd'hui, il n'y a pas de doute, c'est vrai. C'est vrai, et malheureusement, je ne développerai pas, ça risque de durer. Bien, et bien évidemment, on ne consomme pas de la même manière quand on a le sentiment de s'appauvrir que lorsqu'on a le sentiment de s'enrichir. Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce qu'on observe? Ça provoque, ça a été dit tout à l'heure, des arbitrages, évidemment. On ne peut pas satisfaire tous ses besoins, toutes ses envies. Lorsqu'on a un pouvoir d'achat qui se contracte, il faut faire des choix. Et alors là, on fait une grosse étude à l'Obsoco sur les arbitrages de consommation. Il y a des choses intéressantes qu'on peut observer sur la hiérarchie des postes. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il y a une grosse partie de la consommation des ménages sur laquelle on ne peut pas discuter. Il n'y a pas d'arbitrage possible, c'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Ça s'impose à soi. Alors, il y a évidemment le loyer, le remboursement des emprunts, les charges du logement, le carburant dans la voiture lorsque on est prisonnier de la voiture, etc., etc. Et c'est une empreinte budgétaire importante et plutôt en croissance. De l'autre côté, vous avez des dépenses auxquelles on tient vraiment, elles sont arbitrables bien sûr, mais on y tient vraiment, c'est prioritaire. Et bonne nouvelle pour vous, mais je pense que vous le savez déjà, les vacances sont en tête des priorités de consommation des Français. Alors évidemment, si on ne peut plus, on rognera, mais plutôt en partant moins loin, moins longtemps, moins haut de gamme, etc. Mais on va partir quand même, surtout s'il y a des enfants. Car une des consommations prioritaires, c'est tout ce qui touche les enfants. Dès qu'il y a des enfants, en cause leurs loisirs, leur éducation, leurs vacances, etc., les sorties avec les enfants, tout ça, ça reste prioritaire. Entre ce qui est indispensable, non négociable, et ce qui est prioritaire, évidemment, il y a tout ce qu'il y a au milieu, et c'est là-dessus qu'on va arbitrer. Alors il y a quoi? Il y a tout ce qui touche l'équipement de la personne. Le marché de l'habillement est quand même en baisse avec des fluctuations importantes depuis 2007. Depuis 2007. L'automobile, l'équipement du foyer. Avec un gros bémol, c'est qu'on se rend compte que l'habitat, la maison, le logement, est une valeur très forte pour les consommateurs aujourd'hui. Parce que c'est un patrimoine, parce que c'est un cocon qui protège dans un monde compliqué, parce que c'est là où se retrouve la famille, une valeur extrêmement importante. Donc les dépenses relatives à l'habitat, la décoration, l'aménagement, etc., c'est une bonne surprise pour les GSB, les grandes surfaces de bricolage, ça se porte plutôt bien, c'est plutôt abrité. Et puis tout ce qui est soins personnels, les cosmétiques, etc., les coiffeurs, etc., tout ça fait l'objet d'arbitrage. La consommation alimentaire est entre les deux, ça va dépendre des consommateurs. Pour certains, effectivement, on va se faire ceinture sur l'alimentaire. Pour d'autres, on considère que c'est prioritaire, notamment quand il y a des enfants qui sont en cause. On serrera ailleurs, mais il faut bien nourrir la famille, c'est très important. Peut-être plus important que les arbitrages entre les postes. Ce qui est intéressant d'observer également, c'est les arbitrages en termes de prix. Une fois qu'on est dans un poste donné, qu'est-ce qu'on va acheter? On aurait pu imaginer que la crise renforce la sensibilité au prix et que les Français iraient de plus en plus vers le moins cher. Ce n'est pas totalement ce qu'on observe. Alors,
Attention, là, je suis en train de nourrir un discours général, hein, alors que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait individualisation des comportements de consommation. Donc je suis prêt à mon propre piège. On ne peut pas parler au singulier quand on parle des évolutions de consommation. Hein. Mais le temps me manque, je ne peux pas faire trop dans le détail. Qu'est-ce qu'on observe en fait? C'est que les Français développent des comportements d'achat malin. Qu'est-ce que ça veut dire l'achat malin? Une fois qu'ils ont décidé ce qu'ils veulent acheter, ils vont tout faire pour l'avoir au meilleur prix. Donc ils vont comparer les prix sur Internet, ils vont attendre les soldes ou les promotions, une vente privée, etc. Ils vont mobiliser des bons de réduction. Voilà. Mais, ce qui est ça, la relative nouveauté, ça ne se fait pas en faveur des produits les moins chers. En gros, on cherche plutôt des produits de qualité. Le thème de la qualité remonte aujourd'hui dans nos enquêtes. On veut des produits de qualité, parce que le produit qui n'est pas de qualité peut être dangereux pour soi, parce que finalement il peut se révéler plus coûteux, parce qu'il faudra le remplacer plus vite, donc, parce qu'il est nuisible à l'environnement également. Donc on veut des produits de qualité, mais une fois qu'on a choisi le produit de qualité qu'on veut acheter, on va essayer d'obtenir le moins cher possible. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les commerçants, c'est une bonne nouvelle pour les fabricants qui font des produits de qualité, et du coup les commerçants vont faire l'objet d'une concurrence effrénée pour obtenir le bon produit, mais au meilleur prix. Donc ça, le thème de la qualité remonte actuellement, je crois que il faut s'en emparer, comprendre ça et arriver à l'incarner, en jouant sur le thème de la qualité accessible, par exemple. Et puis, autre impact de la conjoncture et de ce sentiment d'appauvrissement sur les comportements de consommation, on observe un changement du rapport à la consommation. Ça change. Alors, certains font l'hypothèse que ce contexte est favorable à une certaine prise de distance par rapport à la consommation, peut-être même un rejet de la société de consommation, d'où les thèses de la décroissance, de la déconsommation, de la sobriété joyeuse, etc. Dans nos enquêtes, on ne voit pas ça. Je tiens à vous le dire, dans vos enquêtes, on ne voit pas ça. On voit qu'au contraire, la grosse majorité des Français restent très attachés à la consommation. Simplement, ce que l'on observe, et c'est très fort, c'est une volonté très largement partagée par environ un Français sur deux de consommer différemment. Donc on ne rejette pas la consommation en tant que telle, mais une aspiration à consommer différemment. Et ça veut dire quoi, consommer différemment? Je vous le fais bref, là aussi il faudrait du temps pour développer. Un, donner du sens à sa consommation. Parce que consommer, c'est aussi exprimer des valeurs. Et donc, à travers sa consommation, on veut exprimer son souci de protéger l'environnement, son souci de promouvoir l'emploi local, le développement économique de son territoire, la vie dans son quartier, de recréer du lien social. Voilà, ça peut prendre des formes différentes selon les gens, on est toujours dans une logique d'individualisation, mais c'est quelque chose d'assez général, au-delà du bénéfice pour soi. À travers son geste de consommation, on veut que ça ait du sens. On ne paiera pas beaucoup plus cher pour ça, soyons clairs. Mais disons, lorsqu'on est hésitant entre deux offres commerciales, celle qui sera la mieux disante sur le plan des valeurs, aura effectivement la préférence du consommateur. Donc première dimension de consommer autrement, c'est donner du sens à sa consommation. La deuxième dimension, et je m'arrêterai là parce qu'après ça serait trop long, c'est une consommer utile. C'est que chaque euro dépensé doit apporter le maximum. Et là on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure. On ne transige pas sur la qualité du produit, sur sa fonctionnalité, etc., mais on veut l'avoir au meilleur prix. Donc une recherche de l'optimisation de ce qu'on pourrait appeler le pouvoir de consommation, alors que le pouvoir d'achat, lui, il est sous tension. Voilà. Et donc là, on a besoin de partenaires pour nous aider, et Internet sert souvent de ça. Alors ce changement dans le rapport à la consommation, cette envie de consommer autrement, il s'incarne dans la réalité, en réalité. Parce que je pense que globalement, les acteurs de l'offre, industriels et commerçants, ne l'ont pas bien senti. Et donc, comme la nature hors du vide, les consommateurs sont en train d'inventer des nouvelles formes de consommation qui échappent très largement au monde de l'industrie et au monde du commerce. C'est ce que nous appelons, nous, les consommations émergentes, dont la forme la plus visible, dont les médias parlent aujourd'hui de plus en plus, c'est la consommation collaborative. Ça peut prendre des formes extrêmement diverses, j'en citerai quelques-unes. L'achat ou la vente de produits d'occasion, la location, y compris la location entre particuliers, le covoiturage, l'autopartage, le couchsurfing. Vous connaissez ça? Airbnb, vous accueillez chez vous, dans une chambre d'amis ou sur un canapé, des touristes de passage, et ça vous fait un petit peu d'argent. Ou inversement, quand vous voyagez, plutôt qu'aller à l'hôtel, vous allez chez l'habitant, c'est plus sympa, et c'est beaucoup moins cher. Le don, l'emprunt, l'achat mutualisé, l'achat groupé, voilà, des formes, des pratiques diverses, qui partagent en général de mettre en rapport des particuliers, souvent avec une plateforme Internet qui facilite l'intermédiation. Tout ça est en plein développement. Nous avons mesuré dans nos enquêtes qu'environ un Français sur deux est aujourd'hui significativement engagé dans ces formes de consommation. Donc là, il y a quelque chose que les consommateurs nous disent. Ils aiment consommer, mais la manière de consommer qui est héritée de la précédente révolution commerciale, ils en ont un peu atteint les limites, notamment dans un contexte de pouvoir d'achat déprimé, et ils attendent des acteurs de l'offre d'une nouvelle manière d'aller à leur rencontre de leurs besoins. Voilà qui nous prépare à deuxième temps de mon exposé, il faut que je me dépêche,
sur finalement cette révolution commerciale, comment elle se présente sous nos yeux, qu'est-ce qui est en train de se produire, comment ce commerce s'adapte à cette nouvelle donne. Je me suis contenté des dimensions technologiques et sociétales, on aurait pu dire des choses sur les dimensions économiques. Pour le dire en une phrase, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a un commerce hérité de la précédente révolution commerciale qui pense avant tout produit. Il vend des produits à des consommateurs. Eh bien, ce qui est en train de se mettre en place, c'est un commerce qui pense d'abord client. Ça a l'air de rien. Peut-être dans la salle, vous allez me dire, ça fait longtemps que moi je pense client. Mais si on va au bout de la logique, vous allez voir que ça a des conséquences extrêmement importantes. Tellement importantes que cette révolution, de mon point de vue, elle s'opère en deux temps. Un temps dans lequel on est pleinement, je pense que je n'aurai pas besoin de vous convaincre longtemps, et un temps qui s'esquisse à peine, mais qui est absolument révolutionnaire, parce que si on va au terme de ce deuxième temps, en fait, je vous lâche l'information clé de mon propos, c'est la fin du commerce. Bon, alors, allons-y. C'est pour tenir votre attention éveillée, je sais que vous commencez à avoir faim. Alors, premier temps de cette révolution commerciale, l'intitulé est le suivant, c'est le passage d'une distribution de masse à un commerce de précision. Passage d'une distribution de masse à un commerce de précision. Il faut mettre des guillemets à cette phrase. Elle n'est pas de moi, elle est de Jean-Charles Naouri, le patron du groupe Casino. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une réponse à la démassification dont je parlais tout à l'heure. On avait un commerce de masse qui s'adressait à une clientèle de masse. Comme la clientèle s'est démassifiée, le commerce il doit se démassifier à son tour. Alors concrètement, on va s'appuyer sur la connaissance du client pour essayer de gagner en efficacité. Ça, c'est le premier temps, c'est ce qui est le plus facile. Et aujourd'hui, on a des moyens de connaître les clients qu'on n'avait pas dans le passé. Les bases de données, vous savez, les cartes de fidélité, on peut savoir plein de choses sur le client, un par un, une connaissance microscopique, à un coût finalement assez limité. La collecte des données est un coût limité. Faire parler les chiffres pour en tirer de l'intelligence des clients, c'est un peu plus compliqué. Mais sur cette base-là, si on est vraiment capable de traiter tout ça, on peut faire le même métier qu'avant, mais avec plus d'efficacité, notamment par une meilleure gestion des stocks. Savoir où il faut mettre le bon produit, dans les bonnes quantités, au bon endroit, etc. Ceux qui vont très très loin en la matière, dans l'alimentaire, je pense en particulier, ont construit des modèles mathématiques où ils intègrent les prévisions météo, pour savoir exactement combien il faut mettre de packs de bière et combien on va mettre de concombres dans les rayons, en fonction de la météo, parce qu'on sait que ça a un effet direct sur la... Voilà. Donc on va gérer le métier avec beaucoup plus de précision. Mais ça, c'est le même métier qu'hier, en mieux, en gros. Plus révolutionnaire, ce qui est en train de se produire, et une autre manière de penser le commerce de précision, c'est un commerce de précision vis-à-vis des clients. Puisqu'on va apprendre à connaître les clients, notamment grâce à ces nouveaux outils techniques, on va se rendre compte qu'ils sont très hétérogènes. Et que si on continue de leur parler la même voix à tous, on n'est pas très efficace. Qu'on gagne en efficacité commerciale si on est capable de repérer dans la diversité des clientèles des segments qui ont envie d'écouter une certaine chanson. Et donc d'être capable... Après avoir repéré de quel type de chanson ils sont amateurs, si on est capable de leur chanter cette chanson-là, on va sortir du lot, on va se différencier, le mot a été prononcé à plusieurs reprises, on va se différencier, on va capter leurs préférences, on va les fidéliser, et éventuellement on sera capable de leur faire acheter plus et plus cher. Ce sont des stratégies de segmentation, différenciation. Arrêtez de penser qu'avec un concept commercial, on va choper tout le monde, c'était le parti pris de l'hypermarché. On va s'appuyer sur les tendances sociétales pour avoir un positionnement beaucoup plus ciblé et par la pertinence du positionnement, arriver à créer de la valeur par la différenciation. Alors comment on va se différencier ? Je répète d'abord et avant tout par cette capacité à cibler une catégorie de clients ou une catégorie d'attente de clients, et ensuite on va évoquer ce positionnement à travers l'aménagement du point de vente, qui va théâtraliser l'offre, par le choix des produits évidemment qu'on va mettre dans le point de vente, et aussi, peut-être même surtout, par cette capacité à créer cette valeur immatérielle dont je parlais tout à l'heure, cette valeur symbolique que le point de vente et l'enseigne, et globalement tout le concept commercial, évoque quelque chose de plus que les produits qu'on y vend, évoque un univers immatériel et symbolique, évoque des valeurs dans lesquelles la cible va parvenir à se reconnaître. J'ai entendu dire que vous avez réhabilité des halles en centre-ville. On est typiquement là-dedans. Acheter dans des halles pour le consommateur, au-delà des produits qu'on y trouve, quelle que soit la qualité des produits, c'est aussi consommer de l'immatériel et des valeurs. Et ça, c'est une manière collective de réhabiliter un commerce en le repositionnant par rapport aux tendances de la consommation. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple pour que mon propos soit clair. Prenez l'alimentaire, les grandes surfaces alimentaires qui ne sont pourtant pas des leaders en matière de création des nouveaux concepts commerciaux. Prenez un groupe comme Carrefour, qui était spécialiste de l'hypermarché. C'est né de l'hypermarché, et culturellement, c'est l'hypermarché. Aujourd'hui, Carrefour, c'est un portefeuille d'enseignes, c'est Carrefour
Market, c'est Carrefour City, Carrefour City Café, Carrefour Contact, Carrefour Montagne, Carrefour Bio. Vous savez qu'il y a 2 ou 3 mois, hein, ils ont ouvert une petite surface d'alimentation bio en plein Paris. Donc c'est petit, c'est urbain et c'est bio. Et c'est Carrefour. On nous aurait dit ça il y a 10 ans, on ne l'aurait pas cru. Donc même une enseigne comme Carrefour est en train de rentrer dans ce commerce de précision en créant des concepts pour chaque poche de marché. Mais c'est sans doute dans l'habillement que les choses sont les plus avancées. Regardez une enseigne comme Zara, enfin pas une enseigne, un groupe comme Inditex, dont l'enseigne la plus connue est Zara. En fait, Inditex, c'est Zara, c'est Bershka, c'est Stradivarius, c'est, aidez-moi, Pull&Bear, il y en a d'autres, il y en a une bonne dizaine, hein, qui chacune laboure un petit bout du marché et au total assure à Inditex une présence et une pénétration du marché de l'habillement qui est ce que l'on sait, c'est-à-dire très, très, très forte. Voilà, ça, on est en plein dedans et c'est pas fini. Ce qui est une invitation pour chacun des commerçants qui se trouvent dans cette salle à réfléchir à son positionnement, à l'axe de différenciation qu'il va vouloir développer, pas dans l'absolu, mais par rapport à la cible qu'il s'est donnée. Et comment il incarne sa différenciation en jouant sur tous les leviers à sa disposition, le point de vente, la communication, la posture du personnel de contact au magasin, etc., etc. Les leviers sont très nombreux et les grandes enseignes peuvent donner des bonnes recettes dont on pourrait s'inspirer. Mais de mon point de vue, on ne va pas s'arrêter là. Parce que là, c'est encore du commerce, c'est du commerce de précision, certes, mais c'est du commerce, et le pas à franchir pour atteindre ça est important, mais il n'est pas hors de portée. Je pense qu'on ne va pas en rester là, et que derrière ce commerce de précision, il y a un deuxième temps de la révolution commerciale qui aujourd'hui est à peine engagé. À peine engagé, c'est là que je fais une hypothèse, et que je peux me tromper, et je pense que c'est le coup d'après, et ce coup d'après, il est très 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 important. Si je devais l'exprimer en une phrase, ça serait le basculement dans une approche servicielle. Une approche servicielle. C'est quoi? C'est le dépassement de la conception traditionnelle du commerce. Le commerce, c'est quoi? C'est on achète des produits à un industriel, un fournisseur, et puis on les revend, plus ou moins en l'état, à des consommateurs. Alors, le commerce, il fonctionne comme ça aujourd'hui, c'est même sa définition officielle, c'est comme ça qu'on classe dans la nomenclature de l'INSEE. De mon point de vue, on va dépasser ça, et que désormais, on va voir apparaître, alors est-ce que c'est encore un commerce? J'en sais rien, mais des acteurs économiques dont le métier, ça sera d'apporter des solutions aux problèmes des consommateurs. Apporter des solutions aux problèmes des consommateurs. Pas vendre des produits, apporter des solutions, fournir des effets utiles, hein, des bénéfices consommateurs, et plus globalement, offrir des solutions. Et derrière ce passage du produit à la solution, en fait, il y a un brouillage terrible des frontières entre les secteurs de l'économie, notamment entre le secteur de l'industrie et le secteur du commerce, un chassé-croisé. D'ailleurs, on a vu l'exemple de Pinel tout à l'heure qui le montre mine de rien. Hein, on a même conclu le reportage en disant que peut-être qu'on ouvrira un magasin au Pinel. Pinel, c'est un magasin ouvert par un industriel. Et en fait, si on regarde bien aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignes qui sont des enseignes qui ont été créées à l'initiative des industriels. Donc, brouillage des frontières entre l'industrie et le commerce, brouillage des frontières entre les secteurs, par exemple entre le secteur du commerce en sens où on l'entend aujourd'hui, puis le secteur de la banque, le secteur de l'assurance, le secteur de l'énergie, le secteur du courrier, avec la poste, etc. Enfin, voilà, brouillage à tous les niveaux, puis enfin brouillage entre le physique et le virtuel, tout ça ayant vocation à s'entremêler de manière complexe. Alors je vais vous donner des exemples de ce que peut être cette approche servicielle de la satisfaction des besoins des consommateurs. Ça peut être simplifier la vie des gens, tout simplement. Il y a un tas de consommations pour lesquelles il n'y a pas de plaisir particulier, en gros, et le problème qu'on cherche, nous, en tant que consommateurs, à résoudre, c'est satisfaire ce besoin le plus efficacement possible. Le succès du Drive révèle ce potentiel. Pourquoi ça marche, le Drive? Parce que ça faisait des années qu'on savait que pour beaucoup de gens, faire les courses, ça les enquiquinait. Et donc, quand on leur propose une solution pour alléger la corvée des courses, ils disent bingo. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop entraver le développement des Drives, ça répond à une demande. Je parle aux politiques. Voilà. Alors, le Drive, c'est gentil parce qu'on peut faire beaucoup plus intéressant. Si vraiment on part dans cette logique servicielle, je veux débarrasser mes clients d'une corvée. Hein. Il y a des logiques d'abonnement. On peut offrir des abonnements. Et il y en a un qui ne vient pas du commerce physique, donc qui n'est pas encombré par les vieux réflexes, qui a déjà élaboré une offre de ce type-là, c'est Amazon. Amazon, qui aux États-Unis vend de l'alimentaire, du sec et depuis peu du frais. Et pour le sec, en tout cas, il a une approche en termes d'abonnement. Vous définissez produit par produit à quelle fréquence vous voulez être livré. Et donc, une fois que vous avez fait le boulot, Amazon vous dit toutes les semaines, je vais t'envoyer un carton dans lequel tu vas trouver ta. Évidemment, le contenu de chaque carton, chaque semaine, est différent, puisque la fréquence de livraison pour les différents produits est inégale en fonction de vos rythmes de consommation. Et voilà. Et si vous n'avez plus rien à faire, si tout va bien, toutes les semaines, vous recevez vos courses venant de chez Amazon. D'accord? Pas besoin de mettre des prospectus, des promos, des machins pour faire venir le chaland. Par automatisme, il fait toutes les semaines les courses chez Amazon.
le jour où Amazon va faire ça en France, ça va faire mal. Et vu les capacités logistiques dont il est en train de tisser, mailler le territoire national, on peut craindre que ce soit pour très bientôt. Je vous prends un autre exemple de simplification de la vie du consommateur, plus quelques services. On va lui offrir de l'expertise, on va lui offrir des petites surprises, etc. Je pense que vous connaissez les abonnements au Beauty Box. Voilà. C'est surtout pour les dames en général. Vous payez un petit abonnement, puis vous recevez un petit carton tous les mois, où vous allez trouver des produits de beauté. Vous ne savez pas quoi. Donc à la fois, c'est pratique, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller acheter vos produits de beauté, mais en même temps, la surprise, qu'est-ce qu'il y a cette fois-ci dans le carton? Et puis vous appuyez sur en principe, sur la capacité de sélectionneur de l'opérateur. J'ai découvert, un peu par hasard, que Vente Privée vient de lancer un service du même type pour le vin. Pour 29 € ou 49 €, choisissez la formule, vous recevez tous les mois 3 bouteilles de vin qui ont été sélectionnées par Vente Privée, etc. Donc vous voyez, des formules comme ça, c'est formidable. Mais en même temps, si ça généralise, on n'achète plus dans le commerce. J'en citerai dans un autre domaine plus chargé d'immatériel de responsabilité, les AMAP. Les AMAP, on n'est pas très loin de ça. Une logique d'abonnement, où vous connaissez tous ces AMAP. Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Une association de consommateurs préachète à l'année la production d'un agriculteur. Et là, toute l'année, vous allez recevoir les petits paniers avec le produit de la récolte. Voilà, évidemment, pour l'instant, vous n'achetez pas dans les magasins. Autre exemple, dans un autre domaine, là, il s'agit de vendre l'usage plutôt que le bien. Si on va vraiment vers l'approche servicielle, ce qui est important pour les gens, ce n'est pas forcément d'acheter des produits, c'est d'avoir l'usage des produits qui leur sont utiles. Alors évidemment, on est encore très attaché à la propriété, mais c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Alors prenez par exemple dans l'automobile, comment les choses évoluent, lentement, mais c'est en train de s'accélérer. On vous vendait des voitures. De plus en plus, on remarquerait dans les publicités, on vous vend des formules où contre une mensualité, vous avez la voiture, plus l'entretien, plus la garantie. D'accord? Donc en fait, on s'achemine, alors c'est un leasing amélioré, on s'achemine vers une forme de location, de prise en charge de l'usage, plus que de cession de la droit de propriété. Toujours en automobile, regardez l'autopartage. En France, ce n'est pas très développé. Mais en Allemagne, par exemple, Daimler ou BMW ont lancé une offre très riche, où vous n'achetez pas votre BM ou votre Mercedes, c'est plutôt une Smart en l'occurrence, vous achetez un droit d'utilisation de BM ou de Smart qui se trouve dans la rue. Et puis chez nous, on a quand même développé Autolib, qui est un rapport totalement différent à la voiture. On ne l'achète pas, on profite de l'usage de la voiture. Toujours dans ce domaine-là où c'est l'usage plutôt que la propriété, pensez à Free, si vous avez une Freebox à la maison. Qui a une Freebox à la maison? Oh, je n'arrive pas à le croire, il n'y en a pas. Bon, si, on en a au moins un. Bah si, moi j'en ai une. Je peux vous dire qu'associé à ma Freebox, d'abord, le décodeur, je ne l'ai jamais acheté dans un magasin. Il m'est donné, enfin les deux box me sont donnés, comme pour tous les opérateurs, et dans l'une des deux, il y a un lecteur de Blu-ray, que je n'ai pas payé. Il y a même une console de jeu, que je n'ai pas payé. Et donc, évidemment, si je suis abonné à Free, je ne vais pas aller chez Darty acheter un lecteur de Blu-ray ou une manette une console de jeu. Je prendrai un dernier exemple pour montrer que ça bouge même du côté des grands acteurs de la consommation. On voit se développer tout un secteur de la location. Boulanger a créé un site internet qui s'appelle Lokeo, où on vous vend sur longue durée tout l'équipement pour la maison, les machines à laver, les réfrigérateurs, les écrans plats, les ordinateurs. Mais plus récemment encore, ça date d'il y a une semaine, Intermarché vient d'annoncer qu'il se lance dans la location de matériel pour la maison, là aussi, avec une logique où finalement on vous fait profiter de l'usage avec des services autour, sans vous céder le droit de propriété. Magasin U, dont on a parlé tout à l'heure, comme le commerce indépendant est actif sur ces nouveaux modes de consommation. U s'est lancé il y a à peu près 3 mois sur la location d'outillage. Donc vous pouvez louer une perceuse dans votre épicerie de quartier. C'est quand même facile pour aller la chercher et la rendre. C'est mieux que d'aller chez Kiloutou parce que c'est toujours plus loin Kiloutou. Voilà. Donc on sent bien que les choses sont en train de bouger. Alors l'aboutissement de cette approche servicielle, c'est finalement, au-delà même d'être sur l'usage plutôt que le bien, c'est vendre la solution. Ce qui est vendu, c'est une solution. Je vous prendrai 2 exemples rapides. Dans la distribution, ADO, la maison mère de Laura Merlin, a créé une enseigne qui s'appelle Cabane, qui porte sur l'aménagement durable de la maison. Déjà, la définition de l'objet de l'enseigne, c'est un problème de consommation. Ce n'est pas un produit, c'est un problème de consommation. Et quand on regarde ce qu'ils proposent, ils prennent le client par la main, de l'énoncé d'un problème, comment on va faire ta maison, jusqu'à la solution où on va installer sur place des dispositifs pour effectivement aménager durablement la maison. Nespresso est un exemple de ce type d'approche sur la solution. Un exemple un peu ancien, pas totalement abouti, mais Nespresso, c'est bien plus que vous vendez du café. C'est une solution de café de qualité à la maison. Et enfin, peut-être le plus intéressant aujourd'hui, vous noterez d'ailleurs que Nespresso, au passage, c'est un industriel,
Nestlé, encore une fois, qui a lancé une offre qui s'appelle Jenny Craig by Nestlé Nutrition, qui est une des solutions minceurs. Il y a des boutiques dans les grandes villes de France, mais si vous n'avez pas la chance d'avoir une boutique, ça peut se faire par téléphone. Ce que vous vend Nestlé à travers ce concept, c'est une solution minceur. Ça commence avec un coach, une consultante, ils disent, qui fait un diagnostic de votre problème d'embonpoint. À l'issue du diagnostic, on vous propose un régime sur plusieurs semaines et une gamme d'exercices physiques à réaliser en parallèle. Toutes les semaines, vous avez rendez-vous avec le coach. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pendant toute la durée du régime, on vous envoie à domicile tous les produits Nestlé pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Donc vous êtes livré à domicile sans passer par la grande distribution. Donc vous voyez que ce qui est en train de se passer là, si on passe effectivement d'une logique où on vend des produits à une logique où on prend en charge les problèmes des consommateurs, ben c'est toutes les filières auxquelles on est habitué, industrie, commerce, consommateurs, qui sont en train d'exploser au profit de nouvelles architectures où des nouveaux entrants vont essayer de trouver cette position un peu charnière au contact du consommateur pour délivrer la solution. Je conclurai en disant, je ne vais pas aller au bout, mais imaginez, si je ne me trompe pas, avec tout ce que je viens de vous dire, les conséquences sur la structure physique de l'appareil commercial. Donc j'évoquerai deux pistes de réflexion. Une piste quantitative, manifestement, on en aurait trop. On en aurait trop. Surtout si on continue à en produire à tour de bras, que le pouvoir d'achat des ménages reste stagnant et que Internet continue de pomper. Il y a d'autres facteurs aggravants, mais que je vous passe. Donc premièrement, on en a trop. Deuxièmement, on n'a pas le bon. Car si demain, le commerce, c'est du commerce de précision et du commerce serviciel, ce n'est pas avec les mêmes boutiques qu'on va faire ça. D'ailleurs, ce n'est pas boutique le terme qui convient, c'est des points de contact physiques qui vont s'articuler à des prestations de services offertes sur Internet, et tout ça dans des formats différents, avec des localisations différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est dire que j'anticipe, pour ma part, un épisode de restructuration lourde de l'appareil commercial physique que nos élus vont devoir gérer. Alors, qu'on se rassure, des friches commerciales, c'est moins dur à requalifier que des friches industrielles. Mais pour un commerçant, être victime de ces restructurations, ça peut être une catastrophe. Donc je vous invite, sans vouloir exagérément noircir le propos, je vous invite à rester très vigilant à ce qui est en train de se passer. Les choses s'accélèrent, ça fait 20 ans que j'observe le commerce, ça fait un moment que je diagnostique un changement structurel. Là, j'ai un très net sentiment que les choses sont en train de s'accélérer. Donc restez extrêmement vigilants et n'ayez pas peur d'expérimenter, il faut tâtonner, sachant qu'évidemment, quand on tâtonne, on court le risque d'échouer. Mais la certitude d'échouer si on ne bouge pas, à mon avis, doit vous inquiéter davantage que le risque que vous prenez en essayant d'expérimenter. Là-dessus, je vous souhaite bon courage. Merci.